Tenter de vous montrer quelques images qui illustrent le sujet auquel nous sommes confrontés. Le titre de notre séquence, c'est un monde en mutation. En fait, il ne s'agit pas de la France, il s'agit vraiment du monde. Et la question qui nous est posée aujourd'hui avec le climat est bien une question à la maille mondiale. Et les solutions que nous devons déterminer, que nous devons mettre en œuvre, ce sont bien des solutions à la maille monde. Et donc, les technologies qu'il nous faut aussi utiliser relèvent de cette taille. La France a des atouts. Faisons valoir ces atouts non seulement sur notre territoire, mais aussi à la maille internationale. L'énergie est un sujet majeur dans cette question de la transition climatique parce qu'en fait, l'essentiel des émissions de CO2, ou en tout cas une très grande partie de ces émissions, viennent du secteur énergétique, qui, comme vous le savez, est extrêmement carboné, que ce soit d'ailleurs en Asie, avec nos amis chinois et leurs centrales à charbon, mais aussi dans le monde américain, et aussi d'ailleurs, reconnaissons-le, dans nombre de pays d'Europe, dont nos voisins allemands. Donc, il nous faut décarboner ce secteur énergétique, c'est une des premières priorités. Et la décarbonation en fait, du secteur énergétique grâce à une électricité décarbonée est une des solutions et probablement le levier clé pour arriver à cet objectif. Décarboner l'électricité, c'est la petite image de mon slide à droite. En fait, il nous faut utiliser l'ensemble des technologies aujourd'hui existantes et disponibles. Le développement des énergies renouvelables, il faut reconnaître que les énergies renouvelables sont aujourd'hui des énergies dont le prix baisse de façon significative, pratiquement de l'ordre d'une dizaine de pourcents par an, pour les panneaux solaires, par exemple, qui ont malgré tout l'inconvénient de l'absence de dispatchabilité, donc de pilotabilité, et qui doivent être donc complémentés par des énergies plus pilotables, comme l'est aujourd'hui le nucléaire. Donc, c'est bien un mix énergétique qu'il faut rechercher pour produire cette énergie décarbonée. Et soyons bien clairs, il y a une véritable compétition entre ces différentes énergies. La vraie question de fond, la vraie question scientifique, n'est pas de dire pour ou contre le nucléaire. La vraie question scientifique est de dire quelle part du nucléaire, quel pourcentage par rapport aux autres technologies, qu'elles soient traditionnelles, hydrauliques, renouvelables, ou plus nouvelles, comme le solaire ou l'éolien. Ce que je voudrais vous montrer dans les planches suivantes, c'est que le nucléaire aujourd'hui est une industrie de pointe. Je dirais même plus que ça, c'est une industrie d'avenir et une industrie de pointe. Ce n'est pas parce que nous avons des réacteurs qui ont été conçus dans les années 70 ou 80, avec les réacteurs qui tournent aujourd'hui sur le parc, que l'adoption des nouvelles technologies n'est pas possible sur ce paysage. Et donc, je voudrais vous l'illustrer. Un premier grand sujet, c'est la révolution digitale. La révolution digitale a aujourd'hui complètement intégré le monde du nucléaire. Donc, vous avez dans l'image qui est en haut à gauche, en fait, une illustration quasi parfaite de la notion de jumeaux numériques. En fait, il s'agit d'une préparation, d'une intervention sur une centrale, consistant donc à remplacer un stator d'alternateur, donc à Saint-Alban 2, tranche 2 de Saint-Alban. Vous avez sur la vignette à l'extrême gauche, en fait, l'image numérique. Vous avez juste à côté l'image réelle. Et en fait, ce modèle numérique nous a permis de déterminer le cheminement précis de cette énorme pièce, de cet énorme équipement extrêmement lourd, extrêmement volumineux, extrêmement sophistiqué et d'une certaine façon extrêmement fragile, grâce à un jumeau numérique de déplacement, nous a permis de déterminer précisément par où il devait passer pour atterrir effectivement
au bon endroit. Donc, une technologie qui aujourd'hui existe, qui est aujourd'hui opérationnelle, et donc vous voyez une illustration concrète sur une opération réelle sur une de nos centrales. En dessous, vous voyez des gens avec des lunettes de réalité augmentée. Nous pouvons, grâce à ces dispositifs qui sont aujourd'hui en cours de déploiement sur nos centrales et dans les équipes de formation, permettre donc aux opérateurs de visiter, je dirais quasiment depuis leur bureau, les installations, de préparer les interventions, d'assurer une meilleure qualité, une meilleure fiabilité de ces interventions, et en même temps, d'assurer aussi une connaissance des structures. On a parlé, le président Accoyer a parlé des jeunes, de la nécessité de montrer aux jeunes nos installations. Ce n'est pas simple de rentrer dans un bâtiment réacteur qui est fermé entre 12 et 18 mois par an. Vous pouvez le visiter très facilement, de façon très détaillée, grâce à ce type de lunettes, et préparer complètement vos interventions. Ce sont des dispositifs qui aujourd'hui vont nous servir à qualifier nos opérateurs. Donc, ce n'est pas de la com, ce n'est pas des images, c'est vraiment un dispositif totalement opérationnel. Voilà, un volet sur le digital. Un autre volet sur le digital, c'est tout ce qui tourne autour de la simulation numérique et de l'utilisation en fait des grands outils de calcul. Je vais vous commenter l'image de droite, où vous voyez en fait un petit bâtiment réacteur qui est un bâtiment à l'échelle 1/3, donc que nous avons construit sur un de nos laboratoires à côté de Fontainebleau. Et nous avons construit en parallèle un modèle numérique complet de cette enceinte de confinement. La maquette a été construite à l'échelle 1/3. Bon, pour des raisons de génie civil, je ne vous expliquerai pas en détail. Le vieillissement en fait du béton, du fait de cette épaisseur 1/3, est 10 fois plus rapide que sur un bâtiment de confinement réel de nos centrales. On fait sur ce bâtiment réacteur des épreuves tous les ans. Ainsi, nous avons en fait une vision à l'échelle décennale de ce qui se passe en réalité, puisque en fait, nous avons une accélération du temps grâce à cette maquette. Ça nous permet d'ajuster de façon fine les caractéristiques de notre modèle numérique, qui lui, à son tour, permet de prévoir ce qui se passe sur les bâtiments réacteurs réels avec un temps d'avance. Donc, vous voyez, nous avons là une véritable anticipation du temps qui est permis par cette notion de jumeaux numériques, et l'utilisation en fait de ces grands modèles de calcul, de simulation, alliant donc à la fois des calculs très sophistiqués de physique des champs, de résolution d'équations, complétés par des données réelles des installations qui sont injectées donc dans les outils et qui nous permettent ainsi de mieux exploiter et d'exploiter avec encore plus de sûreté et de performance nos installations. Donc, le numérique est déjà là et il est là dans nos installations existantes et pas que dans les installations futures. Bien d'autres exemples, hein, j'ai mis une petite vignette également sur les effets de séisme, sur lequel aussi le couplage des différents modèles, intégrant donc les effets de sol, les effets de bâtiment génie civil, les effets d'équipement peuvent être couplés et ainsi connaître de façon beaucoup plus fine les installations. Donc, nous sommes vraiment dans une industrie de pointe. Un autre volet aussi qui est particulièrement important et que nous voyons apparaître dans nos réacteurs, c'est en fait toutes les technologies liées à la fabrication pour en assurer d'une part l'augmentation de qualité et d'autre part donc la réalisation de pièces complexes et avec aussi un niveau de qualité plus élevé. Le petit schéma que vous avez à gauche, en fait, c'est un petit organigramme pour du suivi de qualité de soudure en temps réel. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'avoir un contrôle de la soudure quasiment en même temps que sa réalisation, de façon à guider l'opérateur, le soudeur, voire même à piloter complètement le robot
et à le faire rétroagir si jamais des défauts pourraient survenir. Donc, vous avez là une technologie qui a beaucoup d'intérêt, un intérêt à la fois dans notre monde du nucléaire, c'est bien évident, et vous voyez bien aussi que ce type de technologie peut servir en fait bien d'autres secteurs d'activité. Et c'est là qu'on voit aussi l'intérêt d'une industrie de pointe comme l'est le nucléaire, car elle permet en fait d'avoir des retombées positives scientifiques, techniques et industrielles dans d'autres secteurs. Cette application que nous sommes en train là de développer pourra servir en fait l'ensemble de l'industrie de la tuyauterie, toute l'industrie du piping, comme on dit en bon français, que ça soit dans l'industrie chimique, que ça soit dans l'aéronautique, que ça soit dans la pétrochimie, avec donc des gains de qualité tout à fait conséquents. Permettre, comme disent les exploitants et comme disent les bons industriels, de réussir une opération du premier coup. À droite, vous avez en fait d'autres types d'installations. Vous avez en dessous un coude qui a été réalisé donc en technique de fabrication additive avec de la mécanique des poudres. Donc, on met des poudres dans un grand moule, on le chauffe à très forte température, sous très forte pression, et on obtient en fait une pièce métallique. L'enjeu, c'est de s'assurer que ces pièces métalliques ont bien les bonnes caractéristiques mécaniques et les bonnes caractéristiques de contrôlabilité. Mais on voit bien là qu'il y a une façon de sortir du dilemme des petites séries du nucléaire. Nous avons dans le monde aujourd'hui 400, grosso modo 400 centrales nucléaires en opération. Donc, d'une certaine façon, ce n'est pas beaucoup. Si on compte le nombre de panneaux photovoltaïques, il y en a évidemment beaucoup plus. Donc, on a une question de petit nombre d'équipements, de petites séries. Je pense que c'est une des spécificités du nucléaire. Et donc, il faut que nous ayons des technologies adaptées à ces petites séries, permettant donc de faire des pièces au cas par cas, permettant même de les réparer. Donc, la machine que vous avez sur la droite, là, qui s'appelle réparation cold spray, en fait, est un dispositif qui permet de rajouter de la matière, de recharger en fait des équipements. Donc aujourd'hui, en laboratoire, et ce que nous sommes en train d'essayer de faire, c'est de voir si on ne peut pas avoir des machines de ce type-là, transportables, donc qui permettraient carrément d'aller faire du rechargement de pièces in situ dans la centrale elle-même. Je continue par un sujet aussi qui est absolument crucial et sur lequel nous sommes aussi, et c'est peu connu, à la pointe de la technique, qui est tout ce qui concerne la biodiversité. La biodiversité et l'environnement dans le monde de l'énergie a été, c'est pour ça que j'ai mis un petit poisson, si vous m'autorisez, a été souvent assimilé à la question des accès et des remontées des espèces migratoires sur nos rivières. Bon, c'est un sujet qui est aujourd'hui traité avec des passes à poissons. Le sujet aujourd'hui nouveau, c'est plutôt d'avoir une mesure objective de la biodiversité. Quand vous installez une nouvelle installation, la question c'est quel est l'état finalement de la biodiversité avant et quel est l'état de la biodiversité après. Et ce sujet, comme ça a été d'ailleurs évoqué dans les interventions précédentes, peut amener des polémiques liées à une plus ou moins bonne foi des acteurs, mais aussi à une vraie manque de données sur l'état des lieux. Donc, nous travaillons aujourd'hui sur ce qui s'appelle l'ADN environnemental. L'ADN environnemental, c'est finalement grâce à des prélèvements sur site, grâce à l'étude d'ADN de ces prélèvements, des ADN qu'on trouve dans ces prélèvements, l'identification donc des espèces de toute nature qui peuvent se trouver dans l'environnement, et ensuite le suivi au cours du temps de cet ADN environnemental pour voir si des évolutions ont eu lieu, si les espèces initiales sont toujours là, s'il y a de nouvelles espèces qui apparaissent, et donc d'avoir un traitement véritablement scientifique, factuel, sur la base de données et sur la base de chiffres,
qui puissent être établis. L'environnement est évidemment un enjeu majeur. La biodiversité en est une sous-partie. Vous voyez là que grâce au nucléaire, d'une certaine façon, on est en train de monter en puissance de façon tout à fait opérationnelle sur des techniques de pointe permettant donc de préserver cet environnement et la biodiversité en particulier. Pour faire ce travail-là, je voudrais insister sur le volet partenariat. Nous avons organisé donc la recherche et l'innovation sur le nucléaire autour de ce que nous appelons des briques technologiques, donc des éléments de projet, hein, vous les avez là sur la marguerite qui est à droite, dans un cadre que nous avons appelé du nom générique d'usine nucléaire du futur, dans lequel en fait l'ensemble des acteurs de la filière sont impliqués, que ce soit nos collègues de Framatome, du CEA, mais aussi toute la filière nucléaire française avec le GIFEN et également l'ensemble des PME du secteur nucléaire qui est très forte en France, hein, et qui se mobilisent sur l'ensemble de ces actions. L'innovation, c'est une affaire de partenaires. La créativité en matière d'innovation aujourd'hui, elle est beaucoup plus dans la transversalité, dans l'horizontalité, donc faire travailler des gens différents avec des spécificités différentes autour d'un même projet. Et je dois vous dire que ça marche bien puisque les projets que je vous ai présentés, hein, par exemple les lunettes virtuelles de réalité augmentée, nous travaillons là-dessus avec le monde de l'aéronautique, par exemple, hein, et c'est cela en fait qui permet de créer de la richesse. Donc en fait, une industrie nucléaire de pointe, innovante, qui mobilise l'ensemble des partenaires de l'innovation en France, qui travaille dans la transversalité et qui apporte aussi, comme je l'ai illustré, des résultats sur d'autres secteurs d'activité, hein, par exemple sur toute la question de la contrôlabilité des tuyauteries. Je terminerai avec un dernier mot sur l'Europe. L'Europe est un sujet difficile pour le nucléaire, ça a été évoqué par le président Accoyer et par mon collègue Yves de Bazeille de Foratom. L'Europe est un territoire, je pense, qui reste encore à conquérir. Il y a pratiquement 1 million de personnes qui travaillent sur le nucléaire en Europe, 200 000 en France. Le sujet aujourd'hui, ça a été largement évoqué, c'est la neutralité technologique, hein, pour atteindre le zéro carbone. Finalement, laissons les filières énergétiques concourir, n'essayons pas d'orienter le débat au travers de critères qui seraient arbitraires. Il faut assurer à la fois la compétitivité, la sûreté et donc la limitation du CO2. Et nous travaillons là-dessus donc au travers d'une plateforme européenne, hein, qui s'appelle SNETP, donc, que je préside, hein, qui regroupe en fait l'ensemble des grands laboratoires de recherche européens et également de l'industrie. Donc, nous sommes plus d'une centaine de membres pour essayer de regarder justement quelles sont ces perspectives nouvelles qu'il faudrait faire émerger sur la filière nucléaire. Il y a en Europe des gens qui sont contre, on en parle beaucoup, mais il y a aussi des gens qui sont pour. Il y a côté Pologne, côté Tchéquie, côté Slovaquie, même côté Hollande aujourd'hui, toute une série d'acteurs qui sont intéressés par le monde du nucléaire. À nous de leur montrer que nous sommes dans une industrie de pointe, une industrie d'avenir, une industrie aussi transverse, donc qui peut les aider, sous réserve bien sûr de compétitivité et de sûreté, hein, ça reste un point déterminant, qui peut les aider donc à réussir la transition climatique. Voilà, je m'arrête là, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci de m'avoir donné la parole.